Si je vous dis lumière, vous pensez à quoi? Au soleil? À un feu? Ou bien plutôt à une ampoule, comme cette magnifique ampoule à incandescence? Donc probablement à des objets chauds. Mais depuis quelques années, on trouve de plus en plus de lampes comme celle-ci, qui éclairent sans être chaudes au toucher et qui fonctionnent grâce à des diodes électroluminescentes. Du coup, quelle est la différence entre ces deux types de lumière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le projet Lutécium. Pour comprendre comment un solide peut produire de la lumière, il faut commencer par se pencher sur la structure de la matière. La matière, c'est plein d'atomes, qui sont tous constitués d'un noyau, chargé positivement, et d'électrons, chargés négativement, qui orbitent autour du noyau. Ça, c'est une image assez fausse d'un atome, qui donne l'impression que les électrons bougent comme des planètes autour du Soleil. Une image plus juste nous vient de la physique quantique. Et pourquoi quantique? Parce que les électrons dans un atome ou une molécule sont caractérisés par leur énergie, qui est quantifiée. C'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs bien précises. On parle de niveau d'énergie autorisé. Dans une bibliothèque, un livre ne peut être rangé que sur une étagère ou sur une autre, mais pas entre deux étagères. C'est comme l'énergie de nos électrons. Elle peut être à un certain niveau ou bien à un autre, mais pas entre les deux. Les électrons aiment se ranger dans leur niveau de plus basse énergie, mais il ne peut pas y en avoir plus de 2 par étagère. Donc, si leur atome est au repos, on va les trouver sur les étagères les plus basses de la bibliothèque. Mais si on fait gagner de l'énergie à l'atome, on va forcer des électrons à monter sur un niveau plus élevé. On dit que l'atome est dans un état excité. Mais il n'aime pas vraiment être excité. Du coup, les électrons vont faire en sorte de perdre l'énergie qu'ils ont gagnée. Et une façon de le faire, c'est d'en libérer une partie sous forme d'un photon, une particule de lumière. Et l'énergie d'un photon visible, c'est directement sa couleur. Une lumière énergétique est plutôt bleue, alors qu'une lumière peu énergétique est plutôt rouge. Maintenant, pour comprendre la différence entre notre ampoule et notre LED, il faut s'intéresser à la façon dont les électrons sont excités dans un cas et dans l'autre. On va imaginer qu'on a un matériau où il y a seulement un petit nombre d'atomes qui participent. Ces atomes sont donc trop loin pour que leurs électrons se parlent entre eux. Si on revient à notre bibliothèque, c'est comme si on avait plusieurs copies de la même étagère qui vivent leur vie indépendamment les unes à côté des autres. Imaginons qu'on arrive à faire monter un électron de chacun de ces atomes au même niveau excité. Quand ils vont redescendre, les électrons vont tous émettre un photon de même énergie. C'est ce qu'on appelle la luminescence, et il y a différents types de luminescence en fonction de ce qui donne de l'énergie à nos atomes au départ. Si on éclaire nos atomes avec une lumière de haute énergie, on va pouvoir les exciter, et ils vont émettre une lumière de plus basse énergie. On parle alors de photoluminescence, et il y en a partout autour de nous. Là, on a allumé une lumière très énergétique qui émet surtout du rayonnement ultraviolet, invisible à l'œil nu. Mais les ultraviolets excitent tous ces objets qui luminescent. Et comment ça se fait qu'un t-shirt ou qu'une simple feuille de papier luminesce? Les fibres naturelles sont un peu jaunâtres, et pour les rendre plus blanches, on y ajoute un azurant optique, une molécule qui luminesce en bleu. D'ailleurs, il y a aussi plein d'azurants dans les lessives. Et pour les sodas, c'est la molécule de quinine, utilisée pour donner un léger goût amer, qui a cette propriété. Quand on éteint les UV, plus rien ne luminesce, sauf ces petites étoiles. Pour elles, les électrons se désexcitent de façon un peu différente. Pour le soda ou le t-shirt, les électrons retombent directement dans leur état fondamental. C'est de la fluorescence. Pour les étoiles, par contre, les électrons passent par un état intermédiaire avant de retomber, ce qui prend en général un peu plus longtemps. C'est de la phosphorescence. Donc voilà, la photoluminescence se manifeste soit par de la fluorescence, soit par de la phosphorescence. D'ailleurs, on n'a pas toujours besoin d'une lampe spéciale. Certaines molécules luminescentes peuvent être excitées par la lumière du jour. C'est ça qu'on appelle une couleur fluo. En science, on utilise beaucoup la photoluminescence pour marquer des écoulements. Par exemple, dans notre vidéo sur la turbulence, on a utilisé des molécules fluorescentes pour visualiser nos vortex. Mais il existe plein d'autres façons d'exciter les électrons d'un matériau pour observer de la luminescence. Par exemple, on peut avoir une réaction chimique qui produit directement une molécule dans un état excité. C'est ce qu'on appelle la chimiluminescence. D'un côté, on a une solution d'un complexe de ruthénium, c'est-à-dire un atome de ruthénium auquel il manque 3 électrons et qui s'est associé à des molécules appelées ligands. Comme le complexe de ruthénium est en manque d'électrons, il va chercher à en prendre à d'autres molécules. On dit que c'est un oxydant. De l'autre côté, on a une solution dont les molécules sont capables de donner des électrons. On dit que ce sont des réducteurs. Et maintenant, on mélange les deux. Le ruthénium a pris des électrons à la solution réductrice qui se sont placés sur un niveau d'énergie élevé. Puis il s'est désexcité en émettant un photon orange. C'est aussi grâce à la chimiluminescence qu'on fabrique ces bracelets et bâtonnets lumineux.
Quand on le tord, on casse un réservoir à l'intérieur du bâtonnet qui met en contact deux solutions. La réaction chimique produit une molécule dans un état excité, qui se désexcite en émettant de la lumière. Il y a même des organismes vivants qui utilisent ces réactions chimiques. On parle alors de bioluminescence. C'est le cas des lucioles et de certaines méduses, comme par exemple celle-ci. On a d'ailleurs réussi à reproduire les mécanismes qui la rendent fluorescente, et on s'en sert très souvent dans les labos de recherche pour l'imagerie du vivant. Revenons à nos deux lampes. Pour le smartphone, c'est facile. On a dit que c'était une diode électroluminescente, donc vous devinez sûrement comment ça marche. C'est de la luminescence, mais l'excitation vient cette fois d'un courant électrique. Par contre, il y a une subtilité. On n'a pas encore parlé de luminescence blanche. En fait, ce n'est pas vraiment du blanc. Quelques couleurs distinctes sont émises, comme du rouge, du vert et du bleu, et quand on les reçoit, on mélange le tout et on croit voir du blanc. Pour l'ampoule, c'est plus compliqué. Ce qui produit la lumière, c'est un filament qui est porté à haute température. Plus la température est élevée, plus les électrons changent de niveau de façon désordonnée. On parle alors d'incandescence. Quand la température est très élevée, les électrons sont tellement agités qu'ils sautent des tonnes de niveaux d'un coup. Comme en plus cette fois ce sont tous les atomes du filament qui participent, il y a plein d'électrons qui se baladent entre plein de niveaux différents, sur plein d'atomes différents. Du coup, on émet des tas de photons de couleurs différentes, qui peuvent d'ailleurs être réabsorbés pour que d'autres photons soient émis. Pour comprendre ce qui se passe, il faut dézoomer. On perd de vue la structure en niveaux. L'énergie de la lumière émise ne dépend donc presque plus du matériau, mais uniquement de la température. Et si la température augmente, la lumière émise est plus intense, plus énergétique et contient plus de couleurs différentes. Dans un grille-pain, la résistance chauffante est juste rouge. Quand on allume une ampoule, le filament est plus chaud. Il est jaune-orangé, parce qu'on émet toutes les couleurs entre le jaune et le rouge. Et un forgeron peut chauffer un métal à blanc. Là, le métal est tellement chaud qu'il émet toutes les couleurs entre le bleu et le rouge, c'est-à-dire du blanc. Finalement, c'est pas parce qu'on est plus habitué à la lumière chaude autour de nous qu'elle est plus facile à expliquer que la lumière froide. Voilà, on espère que cette vidéo studio vous a plu. Si vous ne voulez pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou son contenu, laissez-nous un commentaire.